Bienvenue au docteur Richer. Donc aujourd'hui, nous allons traiter dans ce webinaire de l'utilisation de la bioimpédancemétrie comme un outil et quel est son rôle dans la prise en charge du surpoids. Donc notre invité est Denis Richer qui va nous parler de cela. Donc je vous laisse la parole. Voilà, merci Donc on est Cédric. un très petit comité en raison des vacances, mais on a maintenu ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à poser des questions ouvertement. Ok, voilà. Donc, bonjour à toutes et à tous. Ce support, évidemment, va introduire la place de l'impédancemétrie dans une démarche beaucoup plus globale de l'accompagnement du surpoids. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'avoir la bidulerie extrêmement performante si on ne comprend pas la finesse de la situation métabolique à l'échelle de la population. Déjà, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est on regarde l'évolution des statistiques et les problèmes rencontrés depuis maintenant une vingtaine d'années. La majorité des situations de surpoids qu'on rencontre en cabinet ou d'obésité sont en général associées à l'existence d'un syndrome métabolique ou polymétabolique, c'est-à-dire qu'un problème d'insuline. C'est extrêmement rare que celui-ci ne soit pas présent et on verra bien sûr ce que cela implique. Et évidemment, il existe deux formes de surpoids ou d'obésité qui ont été catégorisées depuis longtemps. Le surpoids dit androïde, qui est le plus pénalisant d'un point de vue cardiovasculaire, qui se caractérise par un surpoids plutôt au niveau du ventre. Et on a le surpoids gynoïde, plutôt en forme de poire, qui concerne davantage les femmes. Et c'est une forme de surpoids qui n'est pas forcément pénalisante sur le plan de la santé, quand bien même d'un point de vue esthétique ou d'essence de déplacement, les personnes que ça concerne souhaiteraient perdre du poids. Mais évidemment, les observations qu'on va faire et que je vais évoquer ici, et les éléments fondamentaux qui s'y rattachent sont évidemment beaucoup plus en relation avec ces problèmes d'insulinorésistance. Alors, on parle aujourd'hui de syndrome métabolique ou syndrome polymétabolique, plurimétabolique. On a aussi parlé de syndrome X à un moment donné. Pensez à syndrome X le Gaulois, qui est avec Astérix, c'est un petit peu ça. Ça a été identifié et reconnu par l'OMS finalement il n'y a pas si longtemps que ça, 1998. Et la notion de syndrome sous-entend qu'il y a un certain nombre de perturbations qui sont contemporaines les unes des autres, mais qui en fait sont corrélées, voire issues d'une même cause. Et donc, syndrome métabolique ou polymétabolique renvoie vraiment à cette idée-là. La définition a évolué au fil des données épidémiologiques. Il y a encore une quinzaine d'années en arrière, par exemple, figurait parmi les critères annexes la microalbuminurie, par exemple. Ceci a complètement disparu et il y a d'autres critères secondaires qui ont fait leur apparition à mesure que l'on identifie de mieux en mieux les modes d'action de l'insuline. Donc, la première classification a été proposée par Riven en 1988. Et donc, c'est seulement 10 ans après qu'on a parlé de syndrome métabolique. Et Riven s'est distingué également quelques années avant par les travaux qu'il avait menés avec un autre anglo-saxon qui s'appelle Jenkins. Et c'était les deux auteurs qui avaient proposé le concept d'index glycémique au début des années 80. Et donc, Riven est un diabétologue qui a assez vite eu l'intuition qu'il y avait des perturbations qui étaient trop souvent associées, pour être honnête, vous allez dire, et bien évidemment, ça a amené à s'interroger sur le sens de ce qui pouvait être observé. Donc, la définition, c'est l'agrégation de plusieurs anomalies qui peuvent être considérées comme mineures quand elles sont considérées séparément. Le problème, c'est que quand elles sont conjointes, la médecine classique a tendance à vouloir traiter chacune d'entre elles comme s'il s'agissait de facteurs indépendants, un antihypertenseur, un antihyperglycémiant, un anticholestérolémiant par exemple, alors que c'est leur association qui expose un risque cardiométabolique majeur et évidemment l'impact lié à la conjonction de plusieurs de ces facteurs de risque dépasse la somme qui résulterait de l'addition de ces facteurs isolément. Pour être plus précis, quelqu'un, par exemple, qui a un surpoids viscéral et un HDL bas, a un risque relatif d'accident cardiovasculaire qui est 14 fois plus élevé que s'il n'a aucun des deux.
alors qu'isolément, chacun de ces deux facteurs augmente de respectivement 7 fois et 2 fois les éléments. Donc, vous voyez, il y a un effet majorant. Et le syndrome métabolique est étroitement lié à l'insulinorésistance et à l'obésité viscérale, et c'est une chose aujourd'hui qu'on considère comme étant acquise. Et vous voyez que l'acceptation et la reconnaissance orthodoxe institutionnelle de cette situation remonte à 2005, donc c'est pas si vieux. Raven, toujours avant sa retraite, avait pointé ça. Alors, on verra qu'il y a des critères principaux, il y a des critères annexes, et parmi ces critères, évidemment, il y a le surpoids viscéral, ce qui va nous ramener, évidemment, dans un deuxième temps, à l'impédance métrique. Et il faut que 3 de ces critères sur 5 soient présents pour qu'on puisse parler de syndrome polymétabolique. Et vous verrez que ça n'implique pas que le surpoids soit toujours présent, ni que l'hyperglycémie soit toujours rencontrée. Et c'est ce qui nécessite de bien connaître ces critères pour suspecter un problème d'insulinorésistance. Donc, premier critère, donc, si on a l'hypertension artérielle, les triglycérides au-dessus de 1,5 g, et vous avez vu que c'est 12 ans en arrière que ces critères ont été posés comme ils le sont actuellement. Donc, soit triglycérides au-dessus d'1,5 g, soit présentant des valeurs normales mais étant traités, évidemment. Le HDL bas, qui est de loin le facteur de risque qui pèse le plus lourd isolément. Et vous voyez qu'il n'est pas question de LDL dans le syndrome métabolique. Ce n'est pas la première fois que la médecine traite à côté un problème. Hein. On en a un exemple en ce moment, mais si le HDL bas pose problème et que le LDL ne se trouve pas dans le syndrome métabolique, expliquons quand même pourquoi on traite le LDL. C'est un autre sujet. L'hypertension, la glycémie à jeun supérieure à 1 g par litre ou traitée. Et enfin, la problématique évidemment du tour de taille, avec pour certains auteurs des nuances par rapport à l'origine ethnique. Alors évidemment, si on est sur l'île de la Réunion, qu'on a affaire à des mélanges, donc on n'a même pas d'origine, on va se référer aux références telles qu'on le voit depuis 2005. Alors vous voyez pourquoi est-ce qu'il y a une évolution des tailles, on va dire, d'alerte. On est passé de 102 à 94 cm en l'espace de 6 ans. Tout simplement parce que ce qu'observaient d'un point de vue épidémiologique les spécialistes du métabolisme, c'est qu'à mesure qu'on compilait des données, on se rendait compte très très tôt que plus on voulait intervenir précocement sur ce problème, plus il fallait mettre des critères d'alerte qui soient précis. Et donc, en gros, pour beaucoup d'auteurs, 102 cm de tour de taille chez l'homme ou 88 chez la femme, c'était déjà trop tard. Il fallait intervenir de manière beaucoup plus tôt. Et c'est ce qu'on voit aussi avec le diabète gravidique aujourd'hui chez la femme enceinte. Vous voyez qu'on déclenche des alertes alors que la glycémie est inférieure à 1 g par litre. Alors, la prévalence en fonction de l'âge évolue beaucoup, c'est-à-dire que ce que vous avez sous les yeux au niveau des graphiques, on avait le même graphique il y a 20 ans en arrière, mais avec 45-55, 55-65 et au-delà. C'est-à-dire que les pics de survenue de ce syndrome polymétabolique, tant chez les hommes que chez les femmes, survient aujourd'hui avec 10 ans d'avance par rapport à ce qu'on observait au milieu des années 90. Donc, ça veut dire que les contextes, les facteurs qui favorisent l'instauration de ce tableau métabolique agissent de plus en plus tôt. Donc, ce qui écarte clairement la responsabilité majeure de problèmes génétiques, ce qui met en exergue l'intervention de phénomènes environnementaux. Et alors que beaucoup de gens pointent encore des erreurs alimentaires éventuelles dans la survenue du diabète ou du surpoids, c'est à un autre niveau que ça se joue, on le verra tout à l'heure, notamment au niveau du microbiote. Au milieu des années 90, il y a une large étude qui a été menée en France et dont les résultats ont été très très peu popularisés par l'unité 32 de l'INSERM, donc Marie-Françoise Roland-Cachera et Michel Dehéger qui travaillaient là-dessus, qui avaient fait une étude prospective sur des enfants donc, de 1 à 4 ans et qui avaient procédé à des recueils d'informations sur leur alimentation en regardant notamment la répartition des calories entre glucides, lipides et protides pour voir finalement chez ceux qui développaient du surpoids quel était le critère prédictif qu'on pouvait retrouver dans leurs habitudes alimentaires. Et alors, ce qui est ressorti de leur travail, qui a été extrêmement déroutant, c'est que l'élément qui prédisait mieux le risque de surpoids ultérieur, c'était le niveau d'apport protéique dans la première année.
Donc, ça ne va pas du tout dans le sens qu'on s'attendait à trouver, hein, que ce soit la surconsommation de sucre ou surconsommation de graisse. Ce que ça nous dit d'abord et avant tout, c'est que raisonner sur les macronutriments est hors sujet. Ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut aborder la problématique, ça se joue ailleurs. Et on pourrait déjà mettre une piste de réflexion, c'est que l'apport protéique, surtout réalisé lors de la première année de vie chez les enfants, se fait essentiellement à partir de protéines laitières ou de protéines issues du blé. Et au-delà de la présence de ces protéines, on pourrait se demander si ce n'est pas la nature même de ces aliments et leur part exagérée dans la ration de ces enfants qui pourrait favoriser la survenue ultérieure d'un problème d'obésité. Et on verra que quand on va aborder plus en détail l'exemple du Brésil, le sujet devient extrêmement brûlant. L'excès de tissu adipeux favorise l'inflammation systémique, on va y revenir. Là, il y a des travaux qui ont corrélé soit la surface du tissu adipeux viscéral, donc mesuré par des techniques assez fines, soit le périmètre abdominal, et la CRP, marqueur d'inflammation. Et donc, globalement, plus il y a de masse grasse viscérale, plus il y a d'inflammation. Le mécanisme est bien connu. Mais évidemment, cette inflammation, entre guillemets, métabolique, contrarie la remise en mouvement des gens qui auraient justement besoin de se remettre en mouvement à cause de leur surpoids. Et on leur dit classiquement que c'est parce qu'ils sont trop lourds qu'ils ont du mal à bouger. On oublie complètement l'exemple des rugbymen qui sont très lourds et qui arrivent à bouger. Ce n'est pas l'idée d'un sac à dos rempli de cailloux qui les empêcherait de se déplacer, c'est beaucoup plus la question de l'impact inflammatoire de cette situation. Et cette inflammation est directement liée à l'influence de l'insuline. On verra en fait par la suite, dans les années 2010-2012, que lorsque l'hyperinsulinisme s'est installé, cette hormone agit sur des macrophages qui sont présents dans le tissu adipeux, et ces macrophages vont produire de l'interleukine 6 ou du TNF-alpha, c'est-à-dire qu'il va y avoir un terrain inflammatoire. Et on verra que ce mécanisme inflammatoire peut être favorisé par ailleurs par d'autres éléments provenant de l'intestin. Donc, il y a vraiment un lien étroit entre inflammation et insulinorésistance. La question qui se pose, c'est est-ce que cela pourra se traduire éventuellement par des indices très parlants qu'on pourrait retrouver sur les mesures réalisées avec un impédance-mètre. Vous verrez qu'il y a des arguments extrêmement intéressants qui vont nous mettre sur la piste, avant même d'avoir des outils biologiques, d'une insulinorésistance débutante ou avérée. Alors, il y a des critères complémentaires qui caractérisent une suspicion d'insulinorésistance. Ces critères sont très intéressants à aller chercher en présence de patients qui n'auraient pas 3 des 5 critères, mais pour qui on suspecte une anomalie déjà en cours. Par exemple, vous avez un patient, une patiente qui a un surpoids viscéral, qui a simplement des triglycérides élevés, mais qui n'a pas d'anomalie ni sur la glycémie, ni sur l'hypertension, ni sur les HDL. Eh bien, on peut trouver 3 autres critères qui sont l'hyperféritinémie chez les hommes, l'hyperuricémie ou la présence d'ovaires polykystiques chez les femmes. Alors, je vais prendre le temps d'expliquer ça parce que c'est des points d'appel. Imaginez, encore une fois, vous ayez une patiente qui a simplement un petit surpoids viscéral, un acide urique au-dessus de la norme et qui a connu des problèmes d'ovaires polykystiques, même si on n'est pas stricto sensu dans une situation d'insulinorésistance, de syndrome métabolique, on est déjà dans une situation où l'insuline dysfonctionne. Alors, pourquoi l'hyperféritinémie? Tout simplement parce qu'il y a un effet de l'insuline sur l'hepcidine au niveau hépatique et donc, en gros, vous allez avoir une répression des phénomènes de contrôle d'entrée du fer dans le foie. Donc, l'hyperféritinémie rencontrée chez les hommes en cas d'insulinorésistance, ce qu'on appelle sobrement hépatosidérose dysmétabolique, je vous passe le détail. Donc, c'est vraiment une accumulation de fer au niveau du foie et c'est typique donc, de ce problème d'insuline avec des ferritines qui sont entre 150 déjà jusqu'à 400, 450. L'hyperuricémie, ce n'est pas du tout lié à une surconsommation d'abats ou de fruits de mer ou de charcuterie. L'insuline agit sur certains gènes, notamment l'un d'eux qui code pour une enzyme qui s'appelle la xanthinoxydase. Dit en français, l'insuline provoque une plus grande aptitude de l'organisme à fabriquer de l'acide urique. Donc, l'élévation de l'acide urique qu'on peut rencontrer dans ces situations-là est également un élément précieux à avoir à l'esprit. Et puis, ces ovaires polykystiques qui sont de plus en plus fréquents, y compris chez des femmes minces souffrant par exemple d'endométriose, c'est lié au fait qu'il y a des cellules endocrines productrices d'hormones dans le tissu adipeux et que sous l'influence de l'insuline,
il peut y avoir une production beaucoup plus importante d'œstrogènes, lesquels oestrogènes vont s'ajouter à la production ovarienne et on va se retrouver donc dans un environnement hyperœstrogénique qui va être propice, en association avec l'insuline, au développement d'ovaires polykystiques. Donc, voilà un certain nombre d'éléments qui mettent sur la piste d'un dérèglement métabolique, mais plus ces éléments sont identifiés tôt, plus ça nous permet d'intervenir précocement sur les dérèglements qui sont associés. Ça veut dire que tant qu'on n'a pas considéré le problème de l'insuline dans la prise en charge du surpoids, toute tentative d'amaigrissement va être vaine. Longtemps, le paradigme en matière de perte de poids était de dire qu'il faut qu'il y ait un différentiel entre les entrées et les sorties. Sous-entendu, si on grossit, c'est qu'on mange forcément trop. Si on maigrit, c'est qu'on mange moins. J'ai juste un biais de raisonnement majeur, c'est que la problématique du surpoids, c'est un excès de stockage. Moi, j'explique les choses de la manière suivante aux patients. Imaginez que la personne gagne 2 300 € par mois et qu'elle a un virement permanent sur un Codevie. Donc ça, c'est l'effet de l'insuline pour la mise en réserve. Et imaginons que cette personne, du fait qu'elle a bien calculé ce qu'elle pouvait mettre de côté, fasse un virement permanent de 500 € par mois sur son Codevie. Cette personne se retrouve au chômage, donc elle va toucher beaucoup moins. Elle oublie d'interrompre le virement permanent en dépit d'apports extrêmement faibles. Il va y avoir ce virement qui va se poursuivre. Autrement dit, si on revient au métabolisme, si la restriction calorique n'est pas associée à une reprogrammation du fonctionnement de l'insuline, on peut rencontrer des situations où le stockage continue de se faire en dépit d'une restriction calorique et on va donc des résistances à la perte de poids auxquelles on répond par des stratégies cognitives ou des restrictions encore plus sévères. Donc, on est complètement voué à l'échec. L'idée, ce sera que la stratégie alimentaire mise en œuvre, la complémentation mise en œuvre, permettent de casser ce processus du stockage exagéré. C'est d'autant plus important que si on laisse la situation évoluer, on va voir une authentique maladie du tissu adipeux s'installer. Premier stade de cette pathologie, donc, c'est l'hypertrophie. Les adipocytes grossissent en se remplissant de graisse et ça va contribuer à deux choses. La première, c'est que les récepteurs de l'insuline vont se trouver de plus en plus éloignés les uns des autres du fait que la cellule grossit. Donc, la probabilité de rencontre entre l'insuline et son récepteur va diminuer. Et de ce fait, pour faire baisser la glycémie, le pancréas devra augmenter sa libération d'insuline, ce qui va se traduire par un phénomène de remplissage de plus en plus important. Et la deuxième chose, c'est qu'il va y avoir, sous l'effet de certaines cytokines et certaines molécules libérées sous l'influence de l'insuline, une différenciation des préadipocytes qui va se faire, ce qui va aboutir au deuxième stade qui est l'hyperplasie. À ce stade, donc, vous avez un plus grand nombre de cellules adipeuses qui sont apparues et il faut bien l'avoir à l'esprit parce que lorsqu'on entreprend une perte de poids chez ces patients, l'objectif à atteindre sera beaucoup plus modeste que s'il n'avait jamais atteint un niveau d'obésité important. Tout simplement parce que la masse grasse minimale qu'un sujet peut atteindre est égale au diamètre minimal de ses adipocytes, qui est défendu par un certain nombre de processus hormonaux, c'est-à-dire qu'il est impossible de descendre en dessous du diamètre minimal multiplié par le nombre de cellules. Et donc, si au cours de la vie, il y a des mécanismes d'insulinorésistance qui se mettent en place très tôt, ou si en période fétale, vous avez un déficit en oméga 3, vous aurez une différenciation des préadipocytes beaucoup plus importante, et donc vous aurez un nombre de cellules grasses beaucoup plus élevé, et de ce fait, vous vous retrouverez avec une adiposité marquée, y compris chez les jeunes de 20 ou 22, 23 ans, chez qui parfois, vous avez peut-être vu ça, on trouve, même sur des morphologies qui ne sont pas encore des morphologies, on va dire, morbides, 10, 15, 20 kg de masse grasse au-dessus de la norme. Et donc, c'est ce dysfonctionnement qui est extrêmement important et la perte de poids donc, qu'on pourra envisager ne pourra pas aller au-delà de ces limites imposées par l'hyperplasie. Si on arrive à lire ces personnes aussi, les processus en cause dans la prise de poids se poursuivent. L'étape suivante, donc, c'est l'inflammation du tissu adipeux avec production de cytokines, perturbation éventuellement de la sérotonine puisque vous allez avoir un processus inflammatoire. Et cette inflammation peut très vite se généraliser et on rentre dans une maladie de système avec
inflammation du tissu vasculaire, inflammation articulaire, inflammation neuronale. Et donc, on a tous les dérapages possibles qui surviennent à ce moment-là. Et vous comprenez pourquoi identifier le plus tôt possible l'instauration du surpoids viscéral et surtout identifier le plus tôt possible un problème d'insulinorésistance va permettre non pas de ramener le patient à un poids idéal qui est simplement idéal sur des chiffres qui s'inspirent d'une population qui est morte aujourd'hui, les chiffres des années 60, ça n'a plus de sens, mais qui garantira simplement de minorer au maximum les risques cardiovasculaires. Alors, le Brésil est un cas particulièrement intéressant puisque c'est le pays au monde où l'évolution du diabète a été le plus rapide. Et davantage encore qu'aux États-Unis ou au Canada. Et ce qui a été observé, c'est qu'en fait, ça s'expliquait principalement par le mode d'accouchement, puisque 50% des Brésiliennes accouchent par césarienne. Et cette observation rejoint celle d'un certain nombre d'auteurs qui pointent que plus un enfant subit d'antibiothérapie avant l'âge d'1 an, plus le risque ultérieur de devenir diabétique augmente ou devenir obèse augmente, et ce, quelle que soit l'alimentation qu'il adoptera. Donc, il semble que des mécanismes beaucoup plus puissants, beaucoup plus perturbateurs que le simple choix alimentaire participent à la survenue du diabète, et donc ça passe par une atteinte de l'équilibre du microbiote et au-delà de ça de l'écosystème intestinal. Et ce qui est encore plus pervers dans cette histoire, c'est que ces perturbations peuvent également, comme je l'explique dans mon dernier livre, avoir des répercussions sur le comportement alimentaire. C'est-à-dire que vous allez avoir, et je pense que certains d'entre vous rencontrent ça, des enfants ou des ados qui mangent très très mal, entre guillemets, qui n'aiment aucun fruit, aucun légume, ou très très peu, qui n'aiment pas du tout le poisson, qui ont développé un surpoids et qui ont donc développé la double peine, à savoir dérèglement métabolique et lacune absolue dans l'installation des logiciels du comportement alimentaire. Je vois notamment, il y a Hélène qui est connectée. Salut Hélène. Je pense que tu as vu au cours de ta carrière, sûrement aussi longue que la mienne, je suis très désagréable, souvent évoluer cette population de jeunes qui manifestent de plus en plus souvent un dégoût important pour un grand nombre d'aliments et pour qui il est extrêmement difficile de mettre en place des conseils alimentaires qui aient du sens parce qu'ils ont une palette de goûts qui s'est particulièrement restreinte. Je ne sais pas si tu as vu cette évolution qui est de plus en plus fréquente aujourd'hui chez les, on va dire, chez les 5-20 ans. C'est quand même quelque chose qui est en lien avec ça. Ça n'a rien à voir avec la psychologie, malheureusement, c'est en lien avec le dialogue de sourds qui s'est instauré très tôt entre le microbiote en souffrance et le cerveau ou le pancréas. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que cette dysbiose va avoir plusieurs répercussions par des mécanismes qu'on va voir, mais typiquement, on le retrouve associé à cette situation de résistance à l'amaigrissement, à une orientation vers des choix alimentaires qui sont délétères, avec des risques cardio-métaboliques, l'inflammation. On a donc tous ces processus qui surviennent. Et bien évidemment, on verra que, outre la prise de masse grasse, il y a d'autres critères à l'impédance métrique qui vont nous mettre sur la piste de ces situations, notamment chez des enfants, même avant qu'on ait fait des biologies très poussées. Donc, cette inflammation métabolique et le lien avec l'insulinorésistance passe par deux mécanismes. Un mécanisme qui fait appel à l'hyperperméabilité intestinale avec l'influence des endotoxines, et un deuxième mécanisme qui survient sans hyperperméabilité, mais par l'implication de voies endocriniennes, le système endocannabinoïde. Vous allez avoir en quelque sorte des hormones annexes qui vont être fabriquées sous l'influence d'un microbiote déséquilibré et qui vont aller amplifier ou perturber le fonctionnement de l'insuline. Vous avez des effets qui sont bien documentés sur certaines hormones intestinales comme le GLP1, comme le peptide Y. Tout ça, ou le FIAF, je vous passe les détails, mais en gros, on a vraiment deux mécanismes qui peuvent être conjointement présents, donc les endotoxines et l'hyperperméabilité, et ce phénomène donc, de dysfonctionnement du système endocrinien intestinal. Alors, je m'attarderai un peu plus sur les endotoxines parce que leur effet est également beaucoup plus marqué vis-à-vis de l'inflammation
Et vous allez découvrir également dans des diapos que j'ai présentées dans quelques minutes que ces endotoxines peuvent également contribuer à des modifications de la répartition hydrique. Par des mécanismes complexes, c'est une étude que j'ai parcourue à la fin juillet, ça peut avoir des effets sur des échanges ioniques et donc contribuer à une augmentation de l'eau extracellulaire. Donc ça peut être aussi un critère, je vais y revenir. Alors pourquoi de tels désordres? Donc antibiothérapie, vaccination précoce. La diapo elle a 2 ans, donc je suis désolé, je ne l'ai pas enlevée. Sélection de certaines souches cette sélection est favorisée par des choix alimentaires inadaptés. En fait, le microbiote du fast-food, entre guillemets, auto-entretient les choix alimentaires défavorables. C'est un peu comme des mécanismes d'addiction. Plus au sein de votre flore, vous sélectionnez des familles bactériennes qui ont des besoins précis et qui orientent vos choix alimentaires, plus vos choix alimentaires défavorables vont s'instaurer de manière chronique. Et donc, on ne peut pas modifier ou espérer changer en profondeur le comportement alimentaire de ces patients si on n'a pas la possibilité de modifier également en profondeur les populations bactériennes. Et donc, on mesure que les constats qu'on va faire avec un impédance-mètre, souvent, ça va nous amener à des constats d'impuissance parce que c'est extrêmement compliqué de bouger ces situations-là puisqu'on se heurte à des résistances extrêmement farouches au niveau du choix alimentaire. Pour aller un peu plus loin sur la question de l'utilisation de l'impédance-métrie dans ce genre de situation, rappelons que l'insuline, ce n'est pas uniquement une hormone de stockage, elle favorise un certain nombre d'éléments sur le plan de la physiologie que j'aime bien rappeler pour remettre les choses en perspective. Donc l'insuline favorise la formation de triglycérides au niveau du tissu adipeux. Le tissu adipeux a un équipement enzymatique qui lui permet de convertir le glucose en alpha-cétoglutarate, puis en acétyl-CoA, puis de favoriser la production de triglycérides, enfin d'acides gras qui vont s'associer aux triglycérides. Et il a cette capacité aussi au niveau musculaire, sauf qu'évidemment, les triglycérides musculaires sont mobilisés à chaque fois qu'on fait une activité physique. Et surtout, il y a un élément important, c'est que l'insuline inhibe la lipolyse. C'est-à-dire qu'en cas d'hyperinsulinisme, non seulement vous stockez, transformez tout ce qui contient du sucre en graisse, mais en plus, vous allez empêcher la mobilisation de ces graisses. C'est-à-dire que quand on entreprend des régimes trop sévères chez des patients dont on n'a pas traité l'insulinorésistance, faute de pouvoir utiliser suffisamment des acides gras, ils vont utiliser les acides aminés pour faire tourner le cycle de Krebs. Et là, on va se retrouver face à des patients qui, appauvris en tyrosine, appauvris en tryptophane, appauvris en arginine, vont décompenser un certain nombre de symptômes qu'on va retrouver en micronutrition. Et on aura beau mettre des régimes hyperprotéinés, on n'est pas sûr du tout qu'on va corriger le tir. L'insuline permet la formation du glycogène hépatique et musculaire. Alors au niveau du foie, c'est en agissant sur les enzymes. Au niveau musculaire, c'est en favorisant l'entrée du glucose via les GLUT4. Très important, l'insuline active la protéosynthèse. C'est même l'hormone la plus puissante pour la synthèse protéique, bien plus que la testostérone, par exemple. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on entend régulièrement parler de trafic d'insuline dans les salles de culturisme. Enfin, un peu moins maintenant, vu qu'ils ont été confinés, ils ont perdu du poids. Donc, est-ce que cet effet de l'insuline sur la protéosynthèse peut éventuellement se retrouver sur l'impédance-métrie? Autrement dit, est-ce que des femmes, par exemple, ou des hommes qui ont développé l'insulinorésistance vont présenter, lors de ces mesures, un excédent de masse musculaire particulièrement surprenant? Chez quelqu'un qui n'aura jamais fait de sport, on voit parfois des femmes, cinquantaine d'années, qui ont du surpoids, qui ont été étiquetées obèses par un diabétologue pressé. Alors, non, c'est un pléonasme par un diabétologue. Et quand on utilise l'impédance-métrie, on se rend compte qu'elles ont 10 kg de masse grasse et 10 kg de masse musculaire excédentaire. C'est-à-dire que d'entrée de jeu, la mesure à laquelle on procède permet de les catégoriser non plus comme obèses, mais comme personnes en surpoids, avec une masse musculaire au-dessus de la norme. Ça, c'est des données tellement fréquentes que je les ai compilées, que j'ai constitué une série statistique dont vous verrez tout à l'heure le sens qu'elle peut avoir. Et l'insuline est également un inhibiteur de la protéolyse, et c'est ce qui permet parfois de soumettre ces patients à des régimes draconiens
Et ils arrivent à perdre du poids, mais au prix vraiment d'une mobilisation extrêmement tardive de leurs acides aminés. Donc, ce que l'on peut s'attendre à voir, si je résume, sur la pédensmétrie, qu'en est-il de la masse grasse chez des personnes en surpoids? Qu'en est-il de la masse musculaire indépendamment du niveau d'activité physique? Et je faisais référence juste avant à l'impact des endotoxines sur les échanges hydriques et ioniques. Est-ce que par hasard, on va aussi voir des choses particulières sur le plan de la répartition intra-extracellulaire? Alors, suspicion d'insulinorésistance, quels sont les mécanismes en jeu? Donc, on a des profils qui sont prédisposés en lien avec le déséquilibre, j'allais dire, épidémiologique du microbiote des jeunes générations. C'est-à-dire qu'il est certain que c'est beaucoup plus inquiétant que la circulation d'un virus, puisqu'on a une population qui est programmée pour être obèse. Et si les gens sont en surpoids, ils constituent des populations à risque. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il a été reconnu que les gens diabétiques devaient être vaccinés en priorité parce qu'ils étaient vulnérables. Et cette vulnérabilité est à mettre au profit de la médecine, puisque ces gens sont suivis depuis au moins une vingtaine d'années. Pourquoi? Parce qu'en fait, les objectifs poursuivis ne sont pas les mêmes. Un diabétologue vise à normaliser la glycémie d'un diabétique et son hémoglobine glyquée. En gros, il va lui changer le pare-brise et le pare-choc. L'objectif en micronutrition est d'agir sur les causes qui font qu'on va retrouver notamment des anomalies de la glycémie, mais ceci, évidemment, est un élément parmi d'autres qu'on retrouve dans le cas de l'insulinorésistance et de l'inflammation. Alors, est-ce qu'il faut faire du sport pour perdre du poids? Le problème, c'est que, paradoxalement, dans certaines situations, notamment en cas de privation glucidique, une activité physique soutenue ou suffisamment longue peut agresser l'intestin et contribuer à majorer des déséquilibres de l'insuline. Donc, quand on dit faites du sport pour perdre du poids, j'ai envie de dire oui, mais non, ça dépend. L'absence de l'exercice, c'est sûr, ça c'est admis. Donc, on voit bien que quand je vous parle comme ça, on croirait un ministre qui vous dit trop d'activité, c'est pas très bon, l'absence d'activité, c'est pas bon, donc faites du sport. En fait, c'est les conditions dans lesquelles l'activité se déroule qui va ou non favoriser un meilleur fonctionnement de l'insuline. Notamment, c'est pas le sujet, mais l'apport glucidique en cours d'activité, notamment une pratique à des niveaux d'intensité relativement bas, donc tout l'inverse de ce qu'on va faire dans les salles de sport où on est dans la logique no pain, no gain. Et donc, ça va nécessiter un accompagnement assez approprié, d'autant qu'il y a des terrains inflammatoires. Et puis, évidemment, l'insulinorésistance va être aggravée par des choix alimentaires inappropriés, guidés par le microbiote, à la fois par des pulsions alimentaires ou des dégoûts alimentaires précis, et puis parce que la mauvaise synthèse de la sérotonine chez un certain nombre de ces patients les conduit à des pulsions sucrées irrépressibles. Évidemment, quand on a un début d'insulinorésistance et qu'on a des pulsions sucrées, il y a peu de chances que ça se passe bien. Alors, voilà, dans mon avant-dernier livre, un tableau que j'avais constitué chez des patients qui avaient tous bénéficié d'une mesure d'impédensmétrie et chez lesquels j'avais regardé donc, la masse grasse au-dessus de la norme par rapport à la tranche d'âge considérée, la masse musculaire au-dessus de la norme. J'avais regardé la valeur donc, de la CRP ultrasensible, marqueur d'inflammation de bas grade, et j'avais constitué les deux groupes par rapport à une valeur frontière, donc les LBP, qui étaient représentatives du passage d'endotoxine au niveau de la muqueuse intestinale. Alors, c'était le choix de faire ce tableau, c'est pas fait en 2 jours, c'était suite à une série d'observations où je me suis dit finalement, il y a beaucoup de perturbations évocatrices d'hyperperméabilité intestinale et beaucoup d'inflammations associées. Et donc, sur 95 patients et patientes, j'ai fait le constat suivant, c'est que plus le passage d'endotoxine au niveau de la muqueuse intestinale est important, plus la masse grasse excédentaire, la masse musculaire excédentaire et l'inflammation se situent à un niveau supérieur. Vous voyez que comparativement aux sujets en surpoids pour qui le passage d'endotoxine était moindre, on a une masse grasse en moyenne qui est 40% plus élevée, une masse musculaire en moyenne 40% plus élevée et une inflammation en moyenne 3 fois plus élevée. Et donc, c'est ce que je concluais
on constate qu'une endotoxinémie excessive s'accompagne d'une inflammation moyenne 3 fois plus importante et d'un gain de masse maigre et de masse grasse significativement supérieur. Fait étonnant, dans tous les cas, et indépendamment du niveau d'activité physique moyen de ces sujets ou de leur sexe, l'excédent de masse musculaire dépasse l'excédent de masse grasse, comme vous le voyez sur ce tableau. Lorsqu'on rencontre des patients chez lesquels ou des patientes chez lesquelles il y a un excédent de masse grasse qui est supérieur à l'excédent de masse musculaire, on peut fortement suspecter que s'ajoute un autre mécanisme qui serait un déficit chronique en oméga 3, notamment consécutif à des grossesses à l'issue desquelles la correction n'aurait pas eu lieu. Donc, je résume. Masse grasse excédentaire équivalente à la masse musculaire excédentaire ou peu s'en faut, insulinorésistance avérée. Et la biologie vous le confirmera. Masse grasse excédentaire supérieure à la masse musculaire excédentaire, il se rajoute au phénomène précédent un déficit vraisemblablement d'oméga 3, soit lié aux apports, soit lié à des déficits constitués pendant la grossesse, soit lié à un problème d'assimilation, peut-être en rapport avec un problème hépatique. Là, c'est à chacun d'aller chercher, mais c'est quand même extrêmement intéressant. Et j'ajoute que j'avais noté ce fait inquiétant qui n'est pas mentionné dans ce tableau. Les excédents de masse grasse les plus élevés semblent concerner davantage de sujets de moins de 30 ans, sans différence de sexe. Il semble aussi que l'excédent de masse grasse et la résistance à la perte de poids soient directement corrélés aux valeurs initiales de LBP, donc marqueur de perméabilité intestinale et d'endotoxine, et d'inflammation. Ce qui veut dire que si ces valeurs sont très perturbées, même si l'excédent de masse grasse est important, le délai au bout duquel la perte de poids peut s'observer peut être assez long. Donc, l'intérêt de l'impédensmétrie dans cette situation, c'est aussi d'être capable de communiquer auprès du patient, de le faire basculer en mode un peu préfrontal et de lui dire, voilà, tout ce que vous allez faire pendant 2 ou 3 mois, ça va vous servir pour plus tard, c'est juste pour éviter de continuer à prendre. Ce qui n'est pas facile à entendre quand on est justement dans une logique d'urgence. Et tant qu'on n'aura pas restauré l'étanchéité de la muqueuse intestinale et l'équilibre du microbiote, le combat semble perdu, et ce, quoi qu'on mange. Alors, quand on voit ce que les campagnes destinées à prévenir ou à limiter le diabète, les campagnes de santé publique, quand on voit ce qu'elles nous disent, pour éviter de manger trop gras, trop sucré, trop salé, manger 5 fruits et légumes par jour, oui, si les gens n'aiment pas, c'est pas évident, et éviter de grignoter la journée, bougez-vous. Mais on se rend compte qu'à aucun moment on dit, et puis arrêtez de faire confiance à des gens qui ont foutu des antibiotiques partout, y compris dans la chaîne alimentaire, et qui ont fait en sorte que vous soyez vulnérable sur le plan de votre immunité. Ça, c'est un autre sujet. C'est beaucoup plus facile de faire porter l'intégralité de la responsabilité de la situation aux patients plutôt qu'aux gens qui ont créé le contexte dans lequel ils se trouvent. Donc, c'est vraiment un outil précieux. L'impédensmétrie, si vous avez par exemple des patients qui ne sont pas prêts à mettre de l'argent pour aller mesurer OMAC-Wiki, RPUS, LBP ou CD14, c'est déjà un outil précieux qui va donner des éléments de réflexion quand vous avez ça sous les yeux. J'ai poursuivi la compilation depuis, puisque ça, c'est un tableau qui remonte à la sortie du livre en 2017. Donc, aujourd'hui, j'ai à peu près 200 données et ça n'a pas été contredit. C'est-à-dire qu'on a vraiment cette étonnante découverte. Alors, chez des femmes qui présentent 15-20 kg de masse musculaire au-dessus de la norme sans avoir fait de sport, la bonne nouvelle, c'est qu'elles ne sont pas obèses. La mauvaise nouvelle, c'est qu'elles sont quand même des candidates au cancer du sein ou au cancer gynécologique, parce que ça signifie que derrière, vous avez des processus de prolifération associés à l'insuline qui sont particulièrement performants. Donc, ça a aussi un autre axe de réflexion qu'il faut avoir. Plus l'excédent de masse musculaire est important chez des gens qui n'ont pas un niveau d'activité physique approprié ou corrélé à cette prise de masse musculaire, plus les dégâts à terme à prévenir sont vraiment évidents, ce qui peut justifier de faire du travail en immunothérapie, immunomodulation dans un deuxième temps. Les gens viennent pour perdre du poids, on leur explique que oui, c'est bien de perdre du poids, mais il y a autre chose derrière. Et ça permet de comprendre l'association qu'il y a entre surpoids et cancer, tels que les épidémiologistes qui ont pris le pouvoir nous le montrent aujourd'hui. Voilà, profil du sujet jeune en surpoids, oui, typiquement, masse grasse, à hydratation constante, masse musculaire, vous avez des excédents écartériques. C'est un sujet qui est rugbyman,
fait 10 heures de sport par jour, 13,5 kg, 13,3 kg de masse grasse au-dessus de la norme, 11 kg de masse musculaire au-dessus de la norme, sachant qu'il fait du sport. Ah oui, il a pris du muscle? Non, il a toujours été lourd. C'est pour ça qu'il a fait du rugby. Il aurait voulu être jockey, il aurait fallu lui faire des courses de chameau, parce que le cheval n'aurait pas pu suivre. Bon. Donc, on a quand même des informations précieuses. Si on n'a pas ça à l'esprit, on va lui dire « Ah, mais tu manges mal ». Je peux vous dire que quand on a affaire à des jeunes qui arrivent à 100 kg à 20 ans, qui viennent consulter, ils ne viennent pas là pour se faire taper sur les doigts et entendre dire qu'ils font n'importe quoi. Ils viennent là parce qu'ils sont en souffrance, en détresse, et qu'ils attendent des solutions. Et là, effectivement, on peut leur expliquer, dans ce cas présent, ce n'est pas 25 kg que tu as en trop, c'est 13 kg. Donc, dans le meilleur des cas, on va t'en faire perdre 10 ou 11. Donc, c'est un réel élément à considérer. Et vous voyez aussi, la répartition intra-extracellulaire peut également modifier sous l'influence de ces phénomènes d'insulinorésistance. Typiquement, ce qu'on va observer, l'IMC, la masse grasse, masse musculaire, vous avez ici une masse musculaire exceptionnelle, c'est un autre sujet, vous voyez, mais bon, encore une fois, il y a une masse grasse qui est tellement importante qu'on a un graphique qui traduit la composition corporelle qui est complètement hallucinant, quoi. Vous voyez, c'est complètement, c'est une fusée. 20 ans d'insulinorésistance. Alors là, je sors souvent cette histoire de chasseur, ça c'est ancien, c'était un homme qui était monté à 133 kg pour 1,85 m. Donc à l'époque, on avait fait le bilan il y a 8 ans en arrière, il avait 28 ans je crois, et il avait un frère qui faisait 88 kg. Donc il faisait exactement 55 kg de plus que son frère, donc il avait 60% de poids en plus. Et il racontait qu'il avait pris 40 kilos en un an après des vaccins à l'armée. Ah non, ça y est, je vais être censuré, je vais prononcer un mot qu'il ne faut pas dire. Bon, et il avait expliqué ça, et chauffeur routier, il a développé des douleurs chroniques, etc. Vous voyez que la première mesure montrait qu'il y avait un excédent, je ne l'ai pas indiqué, mais il y avait un excédent de masse musculaire qui était équivalent à l'excédent de masse grasse. Et il avait vu, il avait une glycémie à 1,01, et comme certains laboratoires disent, mais non, 1,05 c'est encore dans la norme, donc vous n'avez pas de souci d'insuline. Alors avec son frère, j'étais allé voir un diabétologue marseillais qui avait dit, oui, mais alors vous mangez trop. Non, non, je ne mange pas trop. C'est peut-être génétique, sans doute. Ouais, mais regardez, mon frère, il n'a pas le même poids que moi, et il lui avait dit, est-ce que vous êtes sûr que vous avez le même père? Donc, il a échappé de peu à la défenestration. Et voilà, parce que typiquement, quand on ne comprend pas une situation, on cherche des explications quand même. Comment on a travaillé? Cicatrisation de l'intestin, contrôle de l'inflammation, prébiotiques, curcuma, jeûne intermittent, remise en mouvement. Et vous voyez qu'il a tombé en l'espace de 5 mois, il a perdu 23 kg de masse grasse. Et là, on est dans une... Alors, ce n'est pas toujours comme ça que ça se passe. Je ne le montre pas pour dire, regardez comme c'est fort. Je dirais à la limite, j'y suis pour rien. Je ne savais pas à l'avance qu'il allait perdre autant. Mais ce que ça nous montre, c'est que l'ampleur des phénomènes est tellement, tellement importante que parfois on a des bouleversements dans l'autre sens qui sont tout aussi surprenants. Mais j'ai le cas de plusieurs patientes qui étaient montées à 1,60 m, 130 kg, qui avaient pris 60 kg en 20 ans, où on avait le même genre d'histoire qui survenait, et on se rend compte que c'est une vraie reprogrammation qui peut se faire. Ça ne se passe pas toujours de cette façon. Ce qui est très important, c'est qu'en même temps qu'on fait le suivi à l'impédance-métrie, qui est un outil aussi précieux pour une raison que j'ai abordée dans 2 secondes, qu'on met en place le suivi nutritionnel, la remise en mouvement, il y a tout le travail aussi sur la gestion du stress qui est essentiel pour que les gens ne viennent pas dire « Oui, moi j'ai vu, il y a des gens, ils font un régime, ils perdent 10 kilos, pourquoi moi j'y arrive pas, c'est pas juste ». Oui, mais déjà on ne sait pas pourquoi ils en avaient pris, on ne sait pas ce qu'ils ont suivi, on ne connaît pas votre histoire, ce n'est pas le sujet. Oui, l'intérêt annexe de l'impédance-métrie, c'est qu'il ne faut jamais dire aux gens de suivre leur poids, il faut leur demander de suivre leur tour de taille. Parce que quelqu'un qui va mieux, qui a un problème d'insuline, qui perd de la masse grasse, qui peut prendre de la masse musculaire, qui peut stocker de l'eau, qui peut simplement bouger un peu plus, va peut-être perdre de la masse grasse, mais cette masse grasse va être compensée éventuellement par une rétention d'eau ou par une prise de masse musculaire. Et parfois, les gens vous disent « le régime ne marche pas, je n'ai pas perdu de poids ». Et vous faites une mesure, vous voyez qu'ils ont perdu 3 kg de masse grasse, gagné 1 kg de muscle et gagné 2 kg d'eau. Donc, même si et d'ailleurs, ils vous disent après coup, oui, mais je me rends bien compte que au niveau de ma ceinture, je mets un cran de plus. Mais
ce que retiennent les gens, c'est l'idée du poids, parce qu'ils ont été formatés par le discours médical classique par rapport à ça. Donc, l'intérêt de l'impédance métrique, c'est que ça permet de relativiser les choses, mais aussi de dire, effectivement, il y a quelque chose pour l'instant qui n'est pas encore en œuvre, vous n'avez pas perdu de masse grasse, on va essayer de regarder pourquoi, ça peut justifier, en deuxième intention, de dire aux gens, la fois dernière, vous m'avez dit que vous n'étiez pas prêt à faire un bilan biologique, j'aimerais quand même qu'on aille regarder votre insuline, votre inflammation, votre perméabilité intestinale, qu'est-ce que vous en pensez? C'est aussi un argument intéressant quand on montre qu'effectivement, il ne se passe rien. Répartition d'eau dans les tissus. Alors, effectivement, un déséquilibre ionique peut perturber les processus d'échange et la répartition de l'eau. Ça peut aussi modifier l'équilibre ionique. Est-ce que ça peut accentuer le risque d'hypertension? Et à quoi attribuer ce déséquilibre que j'avais observé, moi, de manière empirique, chez des gens qui avaient une insulinorésistance importante avec une hyperperméabilité significative, il y avait un déséquilibre de la répartition de l'eau dans l'organisme. Alors, en fait, pour faire simple, quand les endotoxines se lient aux récepteurs cellulaires auxquels ils s'attachent, il y a tout un tas d'événements en cascade qui surviennent dans la cellule. Je ne vous passe ces détails, mais parmi ces événements en cascade qui se mettent en œuvre, vous en avez certains qui vont contrarier l'intervention de l'insuline. Souvent, on me dit, mais c'est quoi le lien qu'il y a entre l'insuline et les endotoxines? Ça va passer par l'activation d'un récepteur qui est associé, qui est le CD14. Il y a un laboratoire en particulier qui permet de mesurer le CD14 soluble, dont la baisse peut témoigner d'un mécanisme de protection de la cellule, comme la hausse. Les deux éléments sont significatifs. En tout cas, l'un des mécanismes en jeu, notamment par le phénomène de tyrosine 287, la lysine kinase, vous allez avoir des perturbations de tous les échanges ioniques. C'est-à-dire que ça va contribuer à ce qu'il y ait une mauvaise entrée de l'eau dans la cellule et une accumulation de sodium dans la cellule. Donc, on voit le lien indirect qu'il peut y avoir entre endotoxines, insuline et problème de répartition de l'eau dans le corps. Et donc, ça va permettre de comprendre que tous ces phénomènes extrêmement importants de répartition de l'eau dans l'organisme vont être entravés, puisque vous voyez, ça passe par des phénomènes de transport, par des phénomènes d'échange, par des phénomènes protéiques membranaires. Et donc, à partir du moment où, à un autre endroit de la cellule, vous avez des messages qui viennent parasiter ou court-circuiter ou entraver ces phénomènes-là, on va se retrouver avec des anomalies dans la répartition de l'eau, qui vont donc être des éléments supplémentaires à suivre. C'est-à-dire que quand on voit cette répartition s'améliorer, ça suggère également que les passages d'endotoxines est en train de se normaliser. J'ai souvent constaté. Alors, ce que l'on constate également à partir d'une mesure qu'on ne peut plus faire maintenant, qui était le test ENA. Bon, l'ENA a été supprimé, vous le savez, donc on ne peut plus faire des tests. C'était un élément révélateur de déséquilibre ionique. Et j'avais compilé une série assez importante de sujets sédentaires, sportifs, blessés ou pas. Et on constatait en fait que plus la probabilité de se blesser était importante chez des hommes, plus le déséquilibre ionique était marqué. Alors évidemment, la tentation aurait été très grande de dire mais cela c'est la conséquence de mauvais choix alimentaires. Ceux qui ont l'habitude d'utiliser le PRAL et de regarder l'impact des aliments sur l'alimentation, pour avoir tous les jours un PRAL à 95 et pour que ce soit quelque chose de majoritaire au sein d'une population masculine ou féminine, il faudrait vraiment qu'ils fassent exprès d'aller au McQuick 4 fois par jour. Donc, ce n'est pas ce qui se passe. Ça suggère en fait qu'il y a des déséquilibres ioniques propices aux blessures musculaires, mauvais équilibre potassium-magnésium. Et donc, ces blessures musculaires sont souvent associées, comme par hasard, à l'endotoxinose. Donc, c'était pour illustrer ce que je vous disais juste avant, la puissance en fait de cet outil comme indicateur annexe d'hyperperméabilité intestinale à travers les déséquilibres ioniques et les impacts traumatiques que ça peut avoir sur l'organisme. Donc, on a typiquement ce genre d'observation. Vous voyez ici, je ne sais pas si mon marqueur se voit, sur mon pointeur se voit, extracellular water, intracellular water, et vous avez le tiret pointillé qui indique comment se situerait l'équilibre dans une cellule où l'eau est bien répartie, harmonieusement répartie. Vous voyez que dans ce genre de situation, vous avez un déséquilibre significatif intra-extracellulaire au profit de l'eau extracellulaire, qui est la conséquence des déséquilibres précédents
en lien avec l'impact des endotoxines sur les phénomènes d'échange. Alors, quelques relations avec la biologie. Évidemment, après, on peut aller regarder des choses encore plus en détail. Ici, c'est le cas d'un patient en situation de résistance à la perte de poids après 3 mois de régime et la remise en mouvement. Ce que j'ai mal scanné, je m'en excuse, c'est ce que vous voyez, alpha et CRP ultrasensible. Donc, la CRP ultrasensible, c'est le trait plus à droite qui sort du cadre. Donc, on voit l'inflammation qui rappelle ce qu'on a vu précédemment sur les statistiques. Et CD14S, en fait, c'est la fraction soluble du récepteur CD14, celui qui est accolé au récepteur qui reçoit les endotoxines. Et en fait, cette valeur sous la norme, c'est typiquement physiologique, c'est-à-dire que lorsqu'une situation est délétère, il y a des ajustements qui se font dans la cellule. C'est la même histoire qu'avec les récepteurs du cholestérol, qui sont moins nombreux quand il y a trop de cholestérol dans la cellule. Eh bien, quand il y a trop d'endotoxines qui passent, le récepteur CD14 qui module et qui sert de médiateur pour l'action des endotoxines, ce récepteur voit également sa présence diminuer, donc sa fraction soluble baisser. Donc, c'est un témoin indirect de la persistance de l'effet des endotoxines, ce qui est tout à fait corrélé au problème inflammatoire. Alors, parfois, on voit ces situations alors qu'on a mis en œuvre tout ce qu'il faut au niveau intestinal, les prébiotiques, le régime approprié, et on voit ces situations persister. 2 pistes de réflexion majeures. La première, c'est des phénomènes de tolérance avec les lymphocytes régulateurs qui ne sont pas optimaux. Et la deuxième piste de réflexion, c'est un stress qui pourrait être extrêmement important à évaluer, par exemple, avec le questionnaire de Cohen, puisque le stress peut avoir des répercussions à la fois pro-inflammatoires et sur l'augmentation de la perméabilité de l'intestin. Mais c'est parce que vous avez ces outils que vous les mettez en perspective que vous pouvez voir les différentes strates des situations auxquelles on est confronté. Là, c'est vrai que parfois, on a des données qui paraissent contradictoires par rapport à la clinique. La clinique existe, la biologie existe aussi. Si les informations paraissent contradictoires, c'est qu'il y a quelque chose qu'on doit comprendre. Et c'est vrai que moi, je me suis souvent interrogé sur ces valeurs qui paraissaient curieuses. Et évidemment, outre l'apport de prébiotiques et les régimes alimentaires adaptés, l'utilisation de plantes adaptogènes dans ce genre de tableau fait beaucoup. Ça fait beaucoup, d'autant que le stress s'accompagne d'une élévation du cortisol. Le cortisol est une hormone hyperglycémiante, donc ça va provoquer une augmentation supplémentaire de la sécrétion de l'insuline et donc ça va aggraver le tableau. Donc en conclusion, le surpoids lié à l'insulinorésistance, notamment sous un mode de chronique, s'accompagne d'un excédent de masse grasse qui est souvent corrélé à l'excédent de masse musculaire, vous l'avez vu sur des séries assez importantes, s'accompagne également d'anomalies de la répartition de l'eau entre l'intra et l'extracellulaire. Ça nous donne déjà des indices précieux pour le suivi des patients. Donc, merci pour votre attention. Il nous reste quelques minutes pour répondre aux questions, donc je laisse revenir vers moi. Je propose à nos participants de poser directement vos questions à Fanny Richet. Vous pouvez ouvrir le micro et poser directement vos questions. J'aurais une question sur l'hyperperméabilité digestive. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut proposer à nos patients pour la réparer? Alors, l'idée, c'est pas seulement de travailler sur la cicatrisation intestinale. Une approche systémique amène à se dire, 1, qu'est-ce qui la provoque? Et 2, qu'est-ce que ça a comme conséquence? C'est-à-dire que dans le domaine de la nutrition, on va dire un petit peu systématique ou pas institutionnelle, mais un petit peu livresque, on parle du glutamine, de la zinc, des prébiotiques, du curcuma. Il y a beaucoup d'éléments qui sont potentiellement cicatrisants. Bon. D'abord, il faut savoir si l'hyperperméabilité est la conséquence exclusive d'une dysbiose sans stress associé ou s'il y a un stress associé. C'est-à-dire qu'en gros, est-ce qu'on va utiliser aussi des plantes adaptogènes pour enrayer l'agression de la muqueuse ou pas? Mais ensuite, moi, les ingrédients qui ont mes faveurs, c'est surtout les prébiotiques et le curcuma, dans la mesure où non seulement ils aident à cicatriser l'intestin, mais ils interviennent sur la modulation de l'insuline, ils interviennent sur la modulation de l'inflammation, ils interviennent aussi sur les modifications des populations bactériennes. Le curcuma agit sur le gène de l'hepsidine, agit sur le foie, est un antioxydant détoxiquant hépatique.
Et les prébiotiques modulent également les lymphocytes régulateurs. C'est-à-dire que l'ensemble des conséquences de l'hyperperméabilité intestinale peuvent être prises en charge lorsqu'on amène ces éléments-là de manière beaucoup plus systématique, alors que la glutamine, par exemple, ou l'extrait de thé vert, ou le zinc, cicatrisent l'intestin, modulent l'inflammation, ne vont pas du tout intervenir sur l'insuline ou les perturbations immunitaires qui découlent de ce phénomène. C'est pour ça que je vais plutôt m'orienter vers ces éléments-là en première intention. Une autre question peut-être? Au niveau des prébiotiques et des probiotiques, vous avez des préférences? Alors, au niveau des prébiotiques, maintenant, il commence à y avoir une diversité dans les produits proposés. J'ai tendance à favoriser les prébiotiques sans FODMAPs dans un premier temps parce qu'il y a souvent une hypersensibilité viscérale des patients. Je sais que les prébiotiques d'Acacia ont un effet plus particulier sur la croissance d'Akkermansia mucinophila, qui est une bactérie qui est qui est insuffisamment présente chez ces gens surpoids. Concernant les probiotiques, là, la question est beaucoup plus délicate puisque les probiotiques, c'est des informations qu'on donne au système immunitaire et que, en fait, tant qu'on n'a pas identifié quel est le levier sur lequel on veut agir, dire qu'on prend des probiotiques, c'est aussi possible que de dire je prends des aliments. Donc, là, c'est vraiment la grille clinique, l'histoire médicale, les données de biologie qui font qu'on va aller plutôt vers tel ou tel élément. Alors, il y a quand même, vous connaissez le Lactivia tolérance, il a quand même fait l'objet d'études qui montrent, par exemple, des effets sur l'induction des gènes qui codent pour les jonctions serrées, un effet sur l'inflammation, un effet sur les lymphocytes régulateurs. Et donc, c'est quand même, on va dire, un élément de première attention qu'on va retrouver assez souvent sur ce genre de situation. Mais ça n'exclut pas qu'on puisse avoir besoin de faire des protocoles antiseptiques ou antifongiques selon le tableau auquel on est confronté. Merci bien pour votre réponse. D'autres questions avant de se quitter? Non, pas de questions. C'est intéressant de faire cette présentation. Après, c'est un suivi sur le long terme qui demande beaucoup de patience et pour le médecin et pour le patient. Oui, je pense que l'ACC aide à plus expliquer en fait au niveau de les partitions de l'eau, puis voir comment ça évolue. C'est au niveau de l'accompagnement que ça. Ouais, mais c'est un outil précieux justement par rapport aux modes mentaux parce que moi je l'utilise pour le questionnement socratique, c'est-à-dire dire aux gens, voilà, vous avez constaté, vous avez vu, vous avez une masse musculaire aussi importante. Qu'est-ce que ça vous suggère? Est-ce que vous vous en doutiez? Et quand on explique les choses, voilà, l'insuline, c'est le mode de stockage. À votre avis, est-ce que ça va s'arranger tout de suite? On explique les choses. Le fait de faire formuler au patient que non, ça peut être un peu long, ça va demander du temps. Ça le fait sortir de sa zone d'urgence et ça nous fait sortir d'une zone d'urgence puisque dès que le patient ne maigrit pas assez vite, on se sent atteint dans son ego. Les situations du stress, c'est ce qui est nouveau, ce qui échappe au contrôle, ce qui est imprévisible et ce qui touche à l'ego. Donc l'intérêt aussi de l'impédensmétrie, c'est un outil précieux pour gérer le stress tant chez soi que chez le patient parce que typiquement le diabétologue ou l'endocrinologue qui ne sait pas gérer son stress, il engueule le patient. Mais enfin, vous ne faites pas attention, c'est pas sérieux, vous faites pas comme il faut. Typiquement, quand un médicament ne marche pas, on change de médicament. Quand un régime ne marche pas, on engueule le patient. Et donc, c'est révélateur des modalités de stress. Et l'intérêt de l'ACC, c'est d'être capable de dire aux gens, voilà, ça fait combien d'années que vous êtes en surpoids? Ça fait 15 ans. Donc, à votre avis, est-ce qu'il vous faudra 15 ans pour perdre du poids? Non, j'espère pas. Non, il faudra beaucoup moins, mais il faudra quand même plusieurs mois. Est-ce que ça vous paraît clair? Et à partir du moment où c'est formulé, ça va entre guillemets désurgentiser la situation. C'est ça qui est vraiment important parce que on est dans une espèce d'urgence qui existe parce qu'on rentre dans la tête du patient et qu'on se laisse convertir par son mode de pensée. Moi, je dis toujours aux gens, vous avez peut-être 20 ans de surpoids derrière vous, mais moi, mon histoire avec vous, elle commence maintenant. Donc, la patience que je dois avoir, c'est celle qu'il faut que vous ayez, puisque c'est celle qui est liée à la prise en charge correcte du problème.
Et tant qu'on n'arrive pas à le faire entendre, on rentre dans un schéma qui n'est plus rationnel. Et on sait que la peur peut faire beaucoup de choses aux gens, en bien ou en mal. Sinon, il y a un autre point, comme là, l'inflammation, l'inflammation, c'est important. Est-ce que tu utilises l'IR, l'indice de résistivité qui est noté dans les résultats de la Non, je ne regarde pas, mais c'est vrai que ça peut être en lien. Enfin, je ne vais pas regarder de manière systématique. Puis je t'avouerai que c'est assez fréquent que sur des situations où en plus il y a de la clinique évocatrice au niveau de l'inflammation, que je fasse un minima CRPES, OMA-Quickie, CD14 chez des patients. C'est quand même des bilans qu'ils acceptent assez bien de faire parce que ça permet de chiffrer, de quantifier les problèmes et pas seulement de dire qu'ils existent. Parce que tu as vu sur le tableau, plus la CRPES est élevée, plus la latence avant la perte de poids est importante. Et ça permet d'expliquer aux gens. Assez systématiquement les CRPES et je ne trouve pas forcément de corrélation avec l'IR, là, comme on en avait parlé avant. Ouais, mais c'est pour ça que moi, je l'ai pas, tu vois, je l'ai pas considéré ça. D'accord. Et l'autre indice, là, comment ça s'appelle? L'angle de phase des membranes, là. L'angle de phase, tu l'utilises beaucoup? beaucoup? L'angle de phase, moi, je l'utilise pas forcément par rapport au surpoids. C'est pas un élément révélateur d'une anomalie métabolique particulière. C'est beaucoup plus quelque chose de pertinent face à des maladies chroniques, face à des problèmes de cancer, face à des fatigues chroniques. Ça permet de voir vraiment le niveau de désadaptation physiologique. Là, oui, chez des sportifs, quand l'angle de phase est bas, même si les anomalies se sont normalisées ou annulées, moi, c'est un critère qui m'amène à conseiller de rester sur des phases de repos ou d'activité mineure. Donc ça, oui, mais ce n'est pas un outil, on va dire, qui a une signification spécifique en lien avec l'insulinorésistance ou le surpoids. Mais c'est un bon outil. Oui, au niveau de l'évolution d'une consultation, d'une mesure sur l'autre, on peut voir… Oui, mais là, ça va être l'état général. Ça va être l'état général parce que le poids associé à de l'inflammation, la personne est consulte pour du poids, mais il y a bien d'autres problèmes qui sont associés. Ce n'est pas qu'une histoire de poids. Et c'est ce qui nous permet aussi de faire formuler par le patient que je ne maigris peut-être pas beaucoup pour le moment, mais je me sens bien mieux. Et ça, c'est aussi quelque chose qui permet d'élargir le cadre de sa réflexion et de prendre du recul et de la distance. Hein, de dire que ça, c'est un outil, effectivement. Ok. Voilà. Je crois que ce webinaire touche à sa fin. Merci énormément pour cette présentation. Merci aux participants et nous nous retrouvons bientôt le mois prochain pour un nouveau webinaire. Merci à tous. Bonne fin de journée. Au revoir. Bonne journée, merci. Au revoir.